Le 28 septembre 1958, par un vote massif, le peuple soudanais avait approuvé son adhésion à la Constitution. C'est dans le même esprit que dans un vote unanime, l'Assemblée exerçant l'option prévue par la Constitution, par délibération du 24 novembre 1958, a opté au nom du Soudan pour le statut d'État membre de la communauté. Le déroulement satisfaisant de l'étape d'application de la loi cadre, qui rentrouvrait déjà la porte de l'autonomie, permettant d'affirmer que d'ores et déjà le Soudan était en mesure de bénéficier des dispositions nouvelles de la Constitution. Ce succès a été rendu possible grâce au soutien trouvé par le jeune gouvernement soudanais, dans la confiance des populations, tant européennes qu'africaines, et dans l'action conjuguée de tous les élus et fonctionnaires. Une telle option a été rendue concevable grâce à l'action énergique et généreuse du gouvernement du général de Gaulle, qui, en peu de mois, a réglé les problèmes des relations entre la France et l'Afrique, dont la solution avait été différée au cours d'années de discussions stériles. Désormais, dans le cadre de la communauté, le peuple soudanais et le peuple de la France demeurent librement unis dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est un idéal aussi cher au cœur des Africains que celui de liberté. C'est le désir d'unité. La délibération adoptée par notre Assemblée prévoit que le Soudan, dans le cadre des possibilités offertes par la Constitution du 28 septembre, pourra se fédérer avec d'autres États membres de la communauté. La République soudanaise compte tout mettre en œuvre en vue de la réalisation de cet objectif, tant dans l'intérêt de l'Afrique occidentale que de la communauté, où la France aura tout avantage à se trouver unie à un partenaire dont le rayonnement sur la terre d'Afrique sera fonction de sa force et de sa cohésion. J'estime que pour que les produits africains puissent faire face aux impératifs du marché commun, une triple action doit être entreprise. La première, c'est que les autorités locales arrivent à faire accepter par les populations africaines un développement quantitatif et qualitatif de leur production pour que la moins-value sur le marché international soit compensée par une plus-value en raison du développement des productions. Mais c'est une mesure qui exige une période transitoire, et cette période ne pourrait efficacement se dérouler que si la métropole consent un sacrifice financier pour soutenir les produits d'outre-mer. Et pendant cette période transitoire, les autorités locales se devront d'éduquer les masses africaines pour qu'elles saisissent la nécessité de l'effort qu'on leur demande. Et j'aborde là un problème qui m'est cher et qui est la mobilisation des masses. Il est très difficile de demander à un paysan de vendre moins cher, même s'il doit produire davantage. Il ne pourrait accepter cet effort, ce sacrifice, que s'il lui est demandé par des hommes en qui il place toute sa confiance. Et je pense que cela exige des autorités locales la nécessité de mobiliser les masses autour d'une mystique. Et cette mystique ne peut trouver son fondement que dans les perspectives politiques que la métropole offre à ce territoire. Notre Afrique, pacifique et humaine, contre vents et marées, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité, garante de la cohésion de la communauté. Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française est créé par un décret de 1895. Il a rapproché l'homme de la forêt de celui de la savane, celui de la côte de l'habitant des terres intérieures. Il a créé un ensemble de liens économiques et humains. Malgré 64 ans de brassage,
le Sénégalais est parfois considéré comme un étranger lorsqu'il franchit les limites de son territoire. L'Ivoirien ne se sent pas souvent à l'aise lorsqu'il a quitté l'ombre des épaisses frondaisons de la forêt. Au moment où l'on dénonce le nationalisme comme dépassé dans ce siècle de l'internationalisme, où l'isolement est mortel aussi bien pour les vieux pays que pour les jeunes, où les appels à l'union fraternelle des peuples sont démentis tragiquement par les événements, devons-nous donc choisir ce moment pour exacerber les particularismes locaux, multiplier les causes de friction et d'incidents, nier à l'Ivoirien, aux Soudanais, aux Mauritaniens, aux Dahoméens, aux Sénégalais, aux Nigériens, aux Voltaïques, droit d'établissement, droit de vie parce qu'il n'est plus dans les limites de son pays d'origine? Non, 1000 fois non. Il faut que par notre seule volonté, notre seule action d'Africains ne souffrant d'aucun complexe, nous donnions corps et vie à ce que le régime colonial a édifié et qui a accéléré notre prise de conscience africaine, la fédération d'AOF. La confiance que vous venez de me témoigner, l'autorité dont vous venez de m'investir seront sans réserve au service de l'unité africaine. Me tournant vers notre partenaire de la communauté, la République française, je rappelle que la 4e République s'est créée des difficultés dans des territoires de l'ex-empire colonial français parce qu'elle a chaque fois hissé au pouvoir des ombres, c'est-à-dire des hommes politiques ayant perdu toute autorité sur les populations qui le représentaient. Il ne faudrait pas qu'en Afrique occidentale, la 5e République s'attachât encore à des grandeurs décadentes. Et il faut qu'aujourd'hui, très clairement, à la mystique de l'indépendance qui s'installe partout, nous puissions, nous qui avons opté pour la communauté, répondre et trouver une autre mystique. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, à cette mystique de l'indépendance, nous devons opposer celle de l'unité africaine, qui est une mystique plus forte, plus vivante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un peu de bonne volonté, la communauté reposant sur cette unité africaine sera victorieuse et gagnante. C'est pour cela que nous insistons pour dire et répéter que la fédération du Mali, c'est la chance de la communauté. Et si la communauté ne repose pas sur une fédération forte et unie, elle devra s'attendre à bref délai à des difficultés énormes. Monsieur le Président, je n'ignore pas que vous êtes en désaccord avec le président Houphouët-Boigny, qui est maintenant Premier ministre de la Côte d'Ivoire, et en particulier sur ses conceptions en matière d'unité africaine. Mais est-ce que vous n'envisagez pas des rapports de certains ordres économiques, par exemple, entre la Fédération du Mali et cette sorte de groupement économique que le président Houphouët vient de créer? Ce désaccord avec le président Houphouët est assez récent, parce que déjà en août 58, avant le référendum, nous nous sommes retrouvés dans la salle d'hospitalisation du président Ouézin Coulibaly, et au cours d'une confrontation, le président Houphouët avait donné son accord sans réserve à la construction des fédérations AOF et AEF. Et quelques jours avant le référendum, exactement le 19 septembre 1958, il a signé une circulaire qui précisait nettement qu'après le référendum, le RDA prendrait l'initiative de réunion pour la construction des fédérations d'AOF et d'AEF. C'est après le référendum que M. Houphouët est revenu sur les engagements qu'il avait pris auprès de ses amis fédéralistes. Je pense qu'en l'état actuel de l'évolution du Mali et de la solution préconisée par le président Houphouët, on peut trouver des terrains d'entente dans certains domaines. La législation du travail, la fonction publique
et le régime douanier. C'est ainsi qu'avant de quitter Dakar, j'ai signé une lettre invitant les gouvernements de l'ex-AOF à une confrontation générale autour de ces problèmes. Je tiens à préciser à nouveau que le Conseil exécutif n'a aucune compétence pour statuer souverainement sur la confédération ou la fédération, ni décider de l'accession d'un État de la communauté à l'indépendance. Il ne peut que prendre acte d'une décision d'un État de jouir de sa souveraineté internationale. La procédure d'accession à cette souveraineté dépendant de l'État intéressé et de la République française. Le président Mamadou Dia et moi-même avons donc présenté notre thèse et informé le Conseil exécutif de la décision de la Fédération du Mali, comprenant les républiques du Sénégal et du Soudan, de faire usage de leur droit à l'indépendance dans le cadre d'une association confédérale avec la France, et que les dirigeants du Mali prendront les contacts nécessaires pour atteindre l'objectif qui leur a été fixé par le Congrès du Parti de la Fédération africaine. Au cours de l'entrevue que le général de Gaulle a bien voulu m'accorder, j'ai eu à indiquer d'une manière précise la procédure pour l'accession à cette indépendance, le transfert de compétences et, en cas d'échec, le référendum. Cette dernière solution étant la mauvaise, car pouvant se dérouler dans la passion et provoquer un éloignement de la France que nous ne souhaitons nullement. Mais j'ai bon espoir. La sagesse triomphera aussi bien au Mali qu'en France. Il y a des remue-ménage au Soudan parce qu'il y a division à cause du Mali. Les deux partisans des deux partis locaux sont divisés en deux. Les partisans de monsieur le président Modibo Keïta et quelques gens de PRS, originaires de Mandingue, sont partisans de Mali. Mais la majorité soudanaise, je crois, je pense, ce que je pense que je vous dis, les majorités soudanaises, de RDA, de tendance au fouet, de M. Hamed Diori, c'est-à-dire c'est de Bouc Niger, et tous les PRS de M. le député Diko, M. le ministre Hamadou Diko, et tous les RPF, c'est-à-dire les Touaregs, les Morts, les Arma, les Sonkai d'Askia, qu'ils tiennent restés français, soit au sein de la communauté, soit sous une autre forme, pourvu qu'ils restent français avec le statut aux coutumes particuliers, ils sont pour la communauté. Nous savons que l'indépendance politique ne résout pas automatiquement tous nos problèmes, mais elle nous permet de les poser nous-mêmes, d'y apporter nous-mêmes les solutions appropriées. Nous savons également qu'il nous faudra, pour notre développement économique, social et culturel, des concours extérieurs de France et peut-être d'ailleurs. Dans la conception malienne des relations avec la France, dans une communauté rénovée, dans une zone franc conçue comme une zone de solidarité et de développement, le Mali apportera sa contribution. La France, nous en sommes convaincus, ne faillira pas à sa mission. En ce jour solennel qui ouvre la voie à une nouvelle étape des relations entre la France et ses anciennes colonies, qu'il me soit permis de saluer l'action courageuse de l'ancien ministre Gaston Defferre, dont la loi cadre pour les territoires d'outre-mer prépara les Africains à la gestion de leurs affaires. Il me faut rendre hommage au général de Gaulle qui demeure la chance de la France et dont le libéralisme audacieux a permis le renouvellement pacifique des relations France-outre-mer. Grâce à sa clairvoyance, à sa grande compréhension des problèmes africains, la France n'est plus seule et ne sera plus seule. Vers elle monte spontanément
la confiance et l'amitié des peuples africains qui se détachaient petit à petit d'elle. La communauté est rénovée. Sa force, elle ne la puisera pas dans la valeur juridique des textes, mais dans la volonté commune de rester ensemble, unis, solidaires, avec la diversité et le respect de nos souverainetés. Le Mali sera fidèle à ses engagements vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la communauté de l'Afrique, mais il entend aussi apporter dans ce monde tourmenté sa modeste contribution à la grande croisade pour la paix. Vive la France, vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres. Le peuple du Mali, par le vote unanime de ses représentants, proclame solennellement l'indépendance de la Fédération du Mali comme État libre et souverain. Il est 0 heure le 20 juin. Le Mali est indépendant. C'est avec une grande fierté et une vive émotion que je salue l'accession de mon pays au statut international. Dans le cadre de notre indépendance, nous nous appliquerons à développer nos valeurs spirituelles, notre culture, notre civilisation négro-africaine, car nous sommes inspirés par la glorieuse histoire de nos ancêtres, fondateurs de l'Empire du Mali au XIe siècle en Afrique occidentale. De Dakar à Tombouctou, le peuple du Mali forme en ce jour de solennité une nation profondément unie dans la paix, la liberté et l'amitié avec la France. Ceux que nous avions accueillis chez nous en amis et en alliés, ceux à qui nous avions accepté de lier notre sort, et à leur tête, M. Modibo Keïta, ont cette nuit tenté de perpétrer contre l'État du Sénégal un lâche coup de force. Il ne s'agissait de rien moins que d'arrêter les ministres sénégalais qui n'accepteraient pas de subir une volonté étrangère. Il ne s'agissait de rien moins que d'empêcher le libre fonctionnement des institutions sénégalaises et notamment de notre Assemblée législative et du gouvernement qu'elle a investi de sa confiance. Pour cela, M. Modibo Keïta n'avait pas hésité à proclamer illégalement de sa seule autorité l'état d'urgence et à organiser la subversion sur notre propre sol. Dieu a sauvé le Sénégal. Au coup de force, notre réponse a été immédiate et énergique. À l'heure où je vous parle, ceux qui voulaient nous arrêter sont eux-mêmes arrêtés ou hors d'état de nuire, et l'armée de la communauté est restée dans le devoir. Elle n'est pas intervenue dans une affaire qui était notre affaire, l'affaire du Sénégal. De cette épreuve, dont nous sortons victorieux, nous avons tiré toutes les leçons. Réunis cette nuit en séance extraordinaire dans son palais, l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la Fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. D'aucuns peuvent prétendre que toute cette situation avait été créée au sujet des élections présidentielles. Il n'en est rien. Elle est la conséquence d'un divorce profond entre M. Senghor et nous,
sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. M. Senghor et ses amis n'entendent nullement révolutionner les structures économiques dans le sens d'un véritable socialisme africain. D'autre part, ils reculent devant l'effort de chercher des débouchés à nos produits en dehors de la zone franc pour atteindre un équilibre de notre balance de devises. M. Senghor me fait le reproche d'avoir préconisé à Monrovia une zone monétaire africaine, comme si cette évolution souhaitée par tous les Africains n'est pas la conséquence logique de la création d'un marché commun africain tel que cela a été souhaité par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine, dont M. Senghor est le président. Il me tint également grief de mes déclarations sur le problème algérien, qui cependant pour tout Africain conscient et digne s'inscrit dans le cadre de l'action de décolonisation de l'Afrique. Sur le plan social, alors que nous sommes pour l'africanisation des cadres, M. Senghor, sous le prétexte d'éviter une africanisation au rabais, comme nous d'ailleurs, veut africaniser les Blancs, alors que le Sénégal a des cadres nantis de toutes les références, mais qui demeurent inemployés ou sous-employés. À la liste des griefs, il y a lieu d'ajouter les mesures d'austérité prises par le gouvernement du Mali au chemin de fer, au port, dans l'attribution des logements, politique d'austérité arrêtée par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine.